crois qu'il est impossible de dire aujourd'hui quelle serait l'issue de l'affrontement, parce que ça dépend de pas mal de paramètres. Le premier paramètre, c'est la première question, c'est peut-il y avoir une guerre entre les États-Unis et la Chine à terme? C'est la thèse par exemple d'un grand analyste américain qui s'appelle Graham Allison et qui prévoit qu'il y aura un jour une véritable guerre entre les États-Unis et la Chine, et il se réfère à beaucoup d'exemples historiques où la montée d'une puissance a déstabilisé un ordre établi. Ça a été par exemple le cas de la Prusse en Europe au XIXe siècle. Bon. Moi je pense que ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, loin de là, sauf sur un cas qui est Taïwan. C'est-à-dire, je pense que la Chine ne lâchera jamais Taïwan. Si par conséquent les États-Unis commettaient l'erreur de vouloir affirmer, de vouloir intervenir pour que Taïwan devienne entièrement indépendant, je crois que ça, ce serait un véritable casus belli. Les Chinois, sinon, ils préfèrent, vous savez, jouer au jeu de Go, hein, c'est-à-dire à paralyser, neutraliser l'adversaire. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont d'ores et déjà fait à Hong Kong. Hong Kong est déjà passé sous la domination chinoise, de facto. Alors, il y a un autre scénario qui, lui, je crois, doit retenir davantage notre attention. C'est celui où il y aurait une grande crise économique. Ça a été la situation des années 30. Nous avons déjà frôlé la catastrophe avec la crise de 2007 qui a rebondi encore 2010-2011. Et la crise financière, la possibilité d'une grande crise financière dans le monde aujourd'hui doit être considérée tout à fait sérieusement. En tout cas, s'il y avait une crise économique qui débouchait, comme dans les années 30, sur des surenchères monétaires, protectionnistes, etc., cela pourrait déstabiliser aussi tout un ensemble de pays et ça pourrait déboucher en tout cas sur des conflits. Même là, je crois que une confrontation directe de grande envergure entre les États-Unis et la Chine me paraît peu probable. Mais la partie entre les États-Unis et la Chine va être, je crois, extrêmement musclée. Ça va être le phénomène dominant dans les 30 prochaines années. Pourquoi 30 ? Parce que ça nous mène à 2049. Et 2049, c'est le 100e anniversaire de la révolution communiste en Chine. Alors, je crois que les Chinois, maintenant, l'affirment ouvertement, cet objectif. Jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, on va dire en gros jusqu'au milieu du premier mandat de Xi Jinping, la Chine avait un langage quand même assez modéré, assez mesuré. Aujourd'hui, la volonté de puissance est affirmée quasiment ouvertement. Et cette volonté se traduit d'abord par une recherche explicite de la suprématie, ou en tout cas de l'égalité, de la parité avec les États-Unis dans toutes les configurations classiques de la puissance, y compris l'espace, par exemple la conquête de l'espace, naturellement tout ce qui est technologique, mais aussi le développement, je pense, de forces maritimes, une marine, ce qui n'est pas tellement dans la tradition de la Chine. Bref, il y a une volonté de puissance. Et puis vous avez ce qu'on peut appeler une grande stratégie. Qu'est-ce que c'est que la route de la soie, le One Belt, One Road? Tout ça, c'est de la très grande stratégie. Et puis, vous avez aussi la volonté explicite de faire évoluer les institutions du multilatéralisme, de la gouvernance mondiale, dans leur sens. C'est-à-dire, oui, ils veulent le multilatéralisme, ils sont favorables au multilatéralisme, mais avec des règles qui sont graduellement revues en leur faveur. Je crois que l'affirmation de puissance et la volonté de devenir le numéro 1, personne ne peut en douter. Mais j'ajouterais en note de bas de page que 30 années c'est très court sur le plan historique, mais c'est aussi très long. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des accidents de parcours. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement, Xi Jinping, et le Parti communiste chinois aujourd'hui serre les vis de tous les côtés, parce que
la Chine se trouve dans ses transformations intérieures aujourd'hui soumise à des contradictions importantes, des inégalités, il y a des réformes aussi très dures à faire. Et ceci les amène à avoir une posture de plus en plus serrée. Et un accident de parcours est toujours possible, de même que dans l'ordre financier, parce qu'aujourd'hui ils ont des excédents financiers absolument considérables. On a l'impression qu'ils peuvent tout acheter, mais personne ne peut être certain que ça se produira non plus indéfiniment. Donc soyons aussi prudents à cet égard. Je crois que depuis un certain nombre d'années, on parle de l'Afrique comme le continent d'avenir et il est vrai qu'il y a de bonnes raisons pour le dire. Mais il est vrai aussi que dans le langage politiquement correct du moment, on a parfois tendance à sous-estimer les déficiences de l'Afrique en matière de gouvernance. Et quand je dis de gouvernance, c'est la gouvernance des pays africains pris un par un, sauf exception, sauf quelques-uns. C'est naturellement aussi la gouvernance régionale, globale, etc. La situation, par exemple, au Mali, a révélé, tout le monde le sait et tout le monde en parle, des déficiences considérables. La réélection du président malien ne change rien à l'affaire. Au contraire, ça conduit à mieux voir ces déficiences. Et donc, il y a en effet de gros problèmes parce que sans des gouvernements capables de gouverner, et capables de gouverner, ça veut dire capables d'exercer déjà l'autorité sur leur propre territoire. Hein, c'est le point de départ. Il est extrêmement difficile de restaurer l'ordre et de lutter efficacement contre le terrorisme. Je crois que un des désastres des dernières années a été le déplacement des groupes terroristes qui ont pris racine encore au Sahel et arriver à bout de ce fléau est fondamental, c'est un intérêt fondamental commun aux pays de cet espace géographique, commun naturellement aux pays de l'Afrique du Nord et à l'Europe. Mais la partie n'est pas facile. Je crois que Israël peut s'accommoder tout à fait du régime syrien stabilisé avec Bachar el-Assad, c'est-à-dire la solution vers laquelle on semble s'acheminer au moins à court terme, mais à une condition qui est que l'Iran ne se déploie pas à proximité de ses frontières. Et je crois que c'est une hypothèse assez vraisemblable parce qu'il n'est de l'intérêt de personne, et sûrement pas des amis russes en particulier de la Syrie, de favoriser le risque d'une intervention unilatérale d'Israël qui pour eux-mêmes serait quand même extrêmement dangereuse. Donc je pense que la probabilité d'un tel scénario doit être considérée actuellement comme faible et beaucoup de pressions s'exerceront sur l'Iran à cette fin et je crois également que les Iraniens ne sont pas totalement suicidaires. Mais rappelons-nous que les relations entre la Russie et Israël sont bonnes, et même très bonnes. Et n'oublions pas qu'en 1992, là vous voyez je suis très précis, 1991-92, c'est-à-dire juste au lendemain de la chute de l'Union soviétique, on s'interrogeait sur l'implosion démographique en Israël. Qu'est-ce qui a changé? C'est le million de juifs soviétiques qui sont venus en Israël, de sorte qu'aujourd'hui, à peu près un quart de la population israélienne est russe, ce qui veut dire qu'il y a des liens de toute nature qui se sont développés entre les deux pays. Je crois que c'est un facteur qu'il faut aussi garder en tête.